Bonjour à tous et à toutes. Je vous donne la bienvenue à cette session des risques au rendement, Nexus, gestion de l'eau, de l'énergie, de l'alimentation et des écosystèmes, solutions pour la gestion climatique. Nous avons un cofinancement par l'Union européenne et la GIZ. Je suis Irène, je suis le chef de secrétariat Nexus. Et avec Mariana, je vais modérer cette session. Mariana, est-ce que tu souhaites dire bonjour? Bonjour à tous. Vraiment contente d'être avec vous et de co-modérer cette session avec Irène. Nous travaillons toutes les deux ensemble. Donc, nous sommes partie d'une communauté plus grande. Notre intention pour cette session est d'introduire quelques experts et leaders avec qui nous travaillons dans notre travail, qui ont enrichi notre travail de tous les jours. Ils ont été invités pour qu'ils puissent partager leur travail avec vous. Nexus est un sujet vraiment vaste et on peut passer plusieurs sessions à discuter ça, mais on souhaite explorer dans cette session si nous pouvons mobiliser les financements et comment on peut le faire. Ça ne veut pas dire que des solutions que nous allons discuter, les arguments qu'on a déjà discutés sont seulement pour le Nexus gestion de l'eau, de l'énergie et de l'alimentation des écosystèmes, mais on va essayer de travailler là-dessus. Alors, rapidement, notre ordre du jour. Nous avons Lucia de Strasser, qui est agent des affaires environnementales au CE-ONU. Lucia travaille au sein du secrétariat de Convention d'Euro-Genève, où elle mène une coopération intersectorielle dans les activités de coopération. Puis, on aura un cas d'étude qui va être présenté par Christina Mercedes, qui travaille à l'IDB Bolivie. Puis, on aura une discussion de panel avec des experts, différentes organisations spécialisées sur le Nexus. Et puis, on termine avec une session de questions et réponses. Et nous aurons une synthèse et clôture par Raoul Munoz Castillo de l'IDB. Donc, avant de passer la parole à Lucia, je souhaite vous encourager, en tant qu'audience, de participer, d'envoyer vos commentaires, vos questions dans le chat. Mes collègues vont suivre ce chat et ils pourront transférer vos messages au modérateur. Un dernier point. Nous souhaitons savoir qui est avec nous aujourd'hui. Et donc, on a préparé quelques questions, juste 3 questions, de quel secteur vous venez et sur quoi vous travaillez, etc. Et avec ça, je passe la parole à Lucia. Merci beaucoup. Merci Irène et Mariana pour l'introduction. Merci à tous les participants, les collègues. C'est un plaisir et un honneur d'ouvrir cette session. J'ai la tâche difficile, peut-être, d'introduire le sujet Nexus et le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, on a entendu dire plusieurs fois pendant ces 2 jours de cette semaine que c'est le moment de prendre action sur l'eau et aussi que l'eau, ça ne veut pas dire seulement l'eau, mais l'agriculture, consommation, changement climatique, désastres et aussi le financement.
Le nexus de gestion de l'eau, de l'énergie, de l'alimentation des écosystèmes est quelque chose que vous connaissez. Et nous savons que quand il y a une demande plus élevée, on va avoir des risques plus élevés. Et bien sûr, on peut avoir des difficultés après avec les différentes parties prenantes. De l'autre côté, nous savons qu'il y a des synergies et nous savons qu'on n'exploite pas assez ces synergies. Donc, peut-être de travailler tous ensemble peut mener à des solutions Nexus pour le bénéfice de toutes les parties prenantes. Alors, quand on regarde l'optimisation de ressources, l'efficacité de chaque secteur, nous regardons le recyclage et l'utilisation des ressources. Donc, c'est beaucoup de choses sur comment nous pouvons améliorer la situation, les points innovatrices de technologie, mais il ne faut jamais oublier que les décisions liées à la gestion de l'eau, énergie, l'alimentation et des écosystèmes sont des décisions politiques. Il ne faut pas oublier ce point. Donc, le nexus est très important parce que si on prend cette approche de nexus, on va améliorer la planification, les politiques en ce qui concerne des compromis et des risques et de pouvoir identifier ces risques dans les plans. Il faut avoir aussi le commerce conjoint et les discussions conjointes. Donc, il faut avoir une coordination et collaboration intersectorielle à travers les pays. L'importance de ça est essentielle et des fois on oublie les bénéfices. Pourquoi? Il faut regarder les points plus complexes, donc c'est-à-dire par exemple de travailler plus dur pour rendre le domaine plus efficace. Ça veut dire que c'est pourquoi on n'arrive pas à trouver des points innovateurs pour pouvoir combattre ces difficultés. On a eu aussi des points importants qui sont soulevés des discussions. On n'a pas assez de clarté, c'est-à-dire qu'en principe, l'approche Nexus devrait aider la mobilisation de financement d'autres secteurs, même secteur privé, mais il y a un manque de preuves si ça arrive ou pas. Nous voyons qu'il y a des initiatives où des solutions intégrées sont mises en œuvre en gardant en tête les multiples bénéfices qu'on peut générer. Des fois, ces initiatives sont prises en main par des initiatives privées et ça veut dire que nous perdons cette possibilité de travailler là-dessus. Donc, on a des obstacles, c'est vrai, mais on a des bénéfices qu'on peut en tirer sur des sujets, sur des projets spécifiques. Il y a plusieurs parties prenantes qui pourront être soutenues par des institutions financières et ça, c'est très important. Pas surprenant est le suivant. D'un sondage, on peut voir que les silos financiers et politiques sont vraiment séparés et donc on ne peut pas arriver à des solutions. Alors, donc, on a deux questions. Une sur le cas économique pour les solutions. Comment est-ce qu'on peut traduire un financement? Où est-ce qu'on va avoir cet argent? Deuxième question, c'est sur la politique et l'organisation institutionnelle qu'il faut avoir.
quel est le cadre dont on a besoin et les outils de prise de décision. La session va être élaborée autour de ce deux questions et on a des intervenants qui vont parler de leur expérience. Je souhaite souligner l'importance de cette conversation, discussion sur une échelle régionale. Si l'approche Nexus peut aider la gestion d'eau sur chaque niveau, de local au global, c'est essentiel pour environ 60% des ressources d'eau dans le monde. C'est vrai qu'on n'a pas peut-être suffisant de cadres, mais dans ce contexte, est-ce que le Nexus dans différents niveaux peut améliorer l'utilisation des ressources partagées? Ce sera une discussion particulière qu'on va avoir pendant la réunion des parties qui aura lieu plus tard cette année. Et il y aura une discussion le 26 septembre sur le Nexus et j'invite toutes les parties à cette discussion. Malheureusement et heureusement, ça va être une réunion virtuelle, mais c'est ouvert pour tout le monde. On va parler sur l'adaptation, coopération, financement et je vais poster plus d'informations dans le chat. Je conclus en disant que cette discussion ne doit pas être un exercice conceptuel. La coopération est la voie à prendre pour aborder les difficultés, la biodiversité, les changements, etc. Il faut assurer que le changement, l'action en ce qui concerne le climat est abordée et qu'on prend une décision et une action tous ensemble. Des solutions Nexus peut-être déjà existent. Il faut les trouver, il faut les connecter, les mettre à jour et les utiliser. C'était vraiment très bien de travailler avec la GIZ et j'ai hâte de continuer à travailler avec les collègues pour renforcer la coopération dans différents domaines dans le monde, surtout en ce qui concerne le programme des eaux transfrontalières. Il faut partager et intégrer toutes ces expériences que nous allons discuter aujourd'hui avec d'autres solutions et discussions. J'espère qu'on pourra continuer cette discussion même dans d'autres forats. Il y aura une synthèse qui va être postulée que vous pouvez utiliser pour contacter nos intervenants sur leur travail. Merci beaucoup. Merci Lucia pour cette introduction. Vous avez parlé de différents défis en ce qui concerne la mobilisation de financement. Sans plus tarder, on a parlé du fait qu'il faut avoir une discussion en ce qui concerne la mobilisation des financements. Et donc, Christina Metelea va nous faire la présentation. Christina, vous avez la parole. Oui, bonjour à tous et à toutes. Bonsoir aux autres. Merci Irène pour la présentation. Je ne sais pas si vous pouvez la voir. Oui, voilà, vous pouvez la voir. Donc, je vous présente le cas d'étude sur les ressources, le projet de ressources d'eau multifonctionnelles pour La Paz et El Alto. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Merci. Alors, des informations de base sur ce projet. Comme vous pouvez voir sur la gauche de l'image, vous avez la carte de El Alto. Ce projet est né en tant que projet d'eau. Vous pouvez voir que dans la partie nord de la carte,
près de Kotrakoja et Taipaka. C'est là où ce projet est né comme un projet d'eau. Nous, une fois qu'on a commencé l'étude, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas extraire de l'eau du bassin sans adresser la problématique entière du bassin. Ici, nous avons 5 bassins et ça fait partie de la partie Taipaka. Ici, nous avons un système vraiment intéressant avec une distribution altitude différente du bassin haut dans les montagnes jusqu'au lac et nous avons différents services d'écosystèmes qui sont liés à tout ça. Nous avons une culture vraiment riche avec les personnes indigènes dans la zone et il y a beaucoup de questions intéressantes et riches qu'il faut garder en tête et prendre en considération pour avoir une collaboration fructueuse. Au début, nous avons identifié qu'il y a des systèmes qui ne sont pas efficaces. Nous avons aussi plusieurs communautés qui n'ont pas de service d'eau jusqu'à maintenant et il fallait aussi écouter les gens. Nous avons entendu parler des personnes qui souffrent des changements climatiques. Dans le graphique, vous pouvez voir le cycle hydrologique, déplacement de septembre, octobre en novembre, qui commence en décembre et janvier, c'est-à-dire c'est un impact sur les personnes qui vivent dans cette zone. On a aussi un système intéressant de règlement et il y a une collecte d'eau de pluie et en fait, ça garde une biodiversité, une acidité vraiment intéressante. Et comment on peut inclure tous ces éléments dans une opération seule, dans un projet qui est né comme un projet d'eau? Donc, c'était un grand effort pour la Bolivie. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Merci. Donc, nous avons commencé avec un diagnostic intégral. Donc, nous avons entendu toutes les populations autochtones. Et puis, nous avons divisé le projet en 3, biophysique, socio-économique institutionnel et les connaissances, pour pouvoir protéger les écosystèmes et l'environnement. Donc, nous avons 3 composantes dans ce projet qui regardent la fourniture d'eau pour les différentes communautés. Et nous avons pris en compte aussi un grand programme pour des planifications de ressources d'eau, une campagne de sensibilisation, gestion. Donc, tout ça va sur la première composante. La deuxième composante regarde l'amélioration des systèmes d'irrigation, d'arrosage et aussi la bonne gestion. Ici aussi, nous avons inclus une évaluation d'impact. Troisième composante, c'est une composante très intéressante et très importante pour la Bolivie parce que ça parle d'un projet sur la gestion intégrée des ressources en eau.
En Bolivie, et on a besoin de mettre en œuvre ce type de projet lié à la gestion intégrée des ressources en eau. Cette composante inclut toutes les activités qui ne font pas partie de la première et deuxième composante. Ce bassin a plusieurs utilisations d'eau. Et ici, donc, on parle pas seulement de la fourniture d'eau ou arrosage. Donc, il y a plusieurs conflits et utilisations intersectorielles. Il y a le bétail, euh, dégradation de sel. Et donc, cette troisième composante est une composante participatoire et ça adresse euh, tous les thématiques différentes autour du bassin, y, y compris le travail sur les différentes parties du bassin, y compris les zones humides. Donc ici, on rentre plus de détails dans la composante numéro 1 et 2, le règlement, les garanties, l'augmentation des capacités de résilience et aussi le développement des ressources humaines. La prochaine question est comment on va financer cette opération? Donc, nous avons commencé avec la préparation, avec le processus. Nous avons parlé du Nexus dès le début. Nous avons entendu les personnes, les gens, les communautés autochtones. Nous avons regardé l'infrastructure. Nous avons augmenté nos connaissances sur les écosystèmes hydrologiques et les fonctions des systèmes écologiques. Mais maintenant, nous devons financer tout ça. Et il faut mettre en œuvre aussi. Prochaine diaporama. Donc, la préparation pour le financement, la mise en œuvre et la durabilité. Dans cette présentation, je vais regarder la mise en œuvre surtout. Donc, nous devons regarder les services d'eau potable, systèmes d'arrosage, activités productives, services environnementaux, suivi, évaluation. Donc, première chose est de commencer avec les stratégies nationales. Ce programme était lié avec le programme de résilience en Bolivie. Nous allons commencer avec le financement du fonds de gestion climatique, le programme lié à l'arrosage est complètement financé par ça. Et c'est vraiment important parce que la première composante qui est liée à la fourniture d'eau est financée par, voilà, par l'IDB sur une échelle bilatérale. C'était l'idée principale pour le programme. Et donc, on a pu regarder la deuxième composante sur l'arrosage, la fourniture d'eau. Pour la troisième composante, nous avons rajouté cette composante bilatérale et internationale en ce qui concerne le financement. Nous avons un financement très solide, mais ce n'est pas le seul financement pour cette opération. Ce qui est important, on parle de 24 millions de dollars qui viennent des opérateurs de services pour l'opérateur d'eau et assainissement pour La Paz et l'Alto, et aussi du budget annuel du département des municipalités. Et c'est 24 millions de dollars qui est le montant entier de ce financement. Je souhaite aussi dire que la composante 2 et 3 qui font la promotion des activités, des services du marché, font aussi la promotion de solutions dans le bassin, les modèles de business
les changements entre la partie basse et la partie haute du bassin. Et c'est quelque chose qu'on a pris en compte quand nous avons élaboré ces stratégies pour le financement. Et aussi, on a fait le transfert des systèmes, c'est-à-dire de règlements qui viennent en ce qui concerne les paiements qui sont faits de la part des usines vers les opérateurs, vers les sources d'eau, la protection d'eau qui vient de commencer, mais est assez promettante. Il y a aussi les services de suivi sur une échelle nationale. Dernier diaporama. Alors, quelques points pour terminer. Cette stratégie climatique au niveau du pays, il faut établir le financement, les exigences de financement pour le projet, pour voir le financement qu'il y a besoin pour le développement de ressources d'eau et quel est le financement dont on a besoin pour la résilience, pour pouvoir trouver différentes sources de financement. Nous devons aussi avoir ce diagnostic complet et c'est très important. Nous avons vu que en Bolivie, il y a le plan national des bassins et il y a le financement qui vient des donateurs. Donc, il faut mener cette étude sur les différentes parties prenantes et les différents donateurs. Bien sûr, il faut beaucoup d'études, du temps pour cette approche complète, globale, mais je vous dis, sans cette approche, nous ne pouvons pas avoir des financements viables. Ce n'est pas possible de mettre en œuvre ce type de projet sans une approche complète ou globale. Donc, ça vaut le coup de faire tout ce travail. Et après, une fois terminé, on peut réutiliser tout ça dans d'autres projets, dans un autre bassin, et on peut doubler ce travail ailleurs. Après, nous avons créé des comités, les plans de gouvernance d'eau. Tout ça, tout ce qu'on a créé va rester. C'est le côté stratégique de financer ce type de stratégie. Et à part ça, il y a aussi le côté de propriété locale, nationale. Et ça complète le cercle parce que on revient vers la stratégie nationale et aussi les partenaires. Merci beaucoup. Merci, Christina. C'était une présentation très complète sur la mise en place d'un projet assez complexe et comment c'est important d'avoir une collaboration intersectorielle avec la collaboration avec les communautés, les gouvernements locaux et nationaux pour assurer la propriété et la durabilité. Cette présentation, permettez-moi maintenant de aller vers le panel pour commencer à discuter cette présentation très riche. Donc, permettez-moi de vous introduire à nos panélistes. Nous avons 4 experts. Monica Altamirano, qui est une spécialiste au Delta RES. Elle a beaucoup d'expérience dans le travail avec plusieurs gouvernements dans tout le monde sur les leçons apprises sur un côté transnational. Puis, nous avons Deepak Gwiwali de l'Académie Népal des sciences et technologies. Il est ancien ministre des ressources d'eau au Népal
et qui travaille sur la technologie et la science. Avec nous, nous avons aussi Albert Bockestein. Il a beaucoup d'expérience en travaillant dans le développement forestier euh, en Amérique latine et Afrique. Il travaille au sein de SNV Pays-Bas sur le climat et le développement. Et finalement, Luca Traini, qui est le directeur du programme Access to Energy et il a travaillé aussi en Tanzanie. Permettez-moi de commencer avec une question. Donc, par rapport à sa présentation, Monica, par rapport à l'étude de cas en Bolivie, quelles sont les principaux clés pour le financement avec Nexus? Merci beaucoup, Marianne. Et d'abord, je suis très heureuse d'être avec vous pour discuter l'investissement Nexus. Pour avoir des investissements qui fonctionnent, on va donc analyser 5 études de cas pour analyser l'aspect économique, financier et commercial. La plupart du temps, en fait, on commence par l'aspect économique des choses, qui sont bien sûr vitaux pour la durabilité. La façon dont le projet fonctionne, c'est qu'il y a un cas stratégique, il faut analyser les priorités, et aussi de façon plus globale, plus générale, il y a aussi une complémentarité entre les divers fonds dont on a besoin, les divers aspects. C'est très important de rendre les choses explicites au point de vue de la complémentarité. Pour ce qui concerne l'infrastructure, il faut qu'il y ait une prise de conscience plus importante dans le cadre des écosystèmes en tant que fournisseur de services actifs. Quand on fait cela, on n'analyse pas les choses, on ne compare pas les choses d'une organisation par rapport à l'autre, mais on met en place la transformation, le rôle des institutions. Et on voit donc comment fonctionnent les choses par rapport au plan d'investissement. Pour ce qui concerne l'approche participatoire du planning, peut-être qu'on ne le voit pas maintenant, mais c'est très important de voir l'aspect social. On voit cela en Amérique latine, peut-être un peu plus. Peut-être certains investissements sont parfois pour certains secteurs. C'est important pour l'aspect de direction du projet. Pour ce qui concerne les capacités, il y a aussi, bien sûr, des leçons à prendre pour ce qui concerne la finance du secteur climatique. Il faut couvrir les risques, les innovations qui sont en place et compenser pour les pays les plus vulnérables. Et l'aspect financier de l'aspect climatique peut nous permettre de voir quelles options sont disponibles au point de vue de Nexus. Il faut voir comment on peut faire en sorte de créer une nouvelle chaîne de valeur, de nouveaux marchés, pour pouvoir s'adapter au point de vue de l'infrastructure sur plusieurs aspects,
pour les besoins futurs. Parce que donc les atouts qu'on a, les actifs peut-être ne sont pas suffisants à travers le temps. On travaille avec les institutions dans ce domaine-là et les d'aspects donc aussi par rapport aux fournisseurs, ils peuvent être une source d'emplois qui sont verts. Et on peut aussi offrir des compétences sur plusieurs secteurs dans le cadre de l'investissement. Par rapport à IDB ou divers groupes. Donc, sous cet aspect des choses, la participation est importante, mais il faut aussi impliquer le secteur privé dès le début et de façon transparente. Si on suit ce processus de façon transparente, bien sûr. Merci beaucoup. C'est bien d'avoir une analyse de la part du secteur privé. Du point de vue du secteur public, quels sont les défis qui sont présents? C'est la question qui se pose par rapport à l'eau, l'énergie et la sécurité. Merci beaucoup. Pour ce qui est du secteur public, donc, imaginons que je suis un ministre qui soit responsable de l'eau, de l'assainissement, etc. Les problèmes que quelqu'un aurait qui travaille dans le secteur public, ça serait que plusieurs de nos pays ont des défis divers. Aussi, il y a aussi les devises qui sont diverses d'un pays à l'autre, donc c'est difficile de gérer les choses de cette façon. Quand on parle de la finance, il y a des devises qui sont restreintes. Le deuxième point, c'est que dans le sud, l'hémisphère sud du monde, des pays comme le Népal, dans des pays comme le Népal, la plupart de l'économie est dans le secteur informel. Donc, en tenant compte de cela, quand on parle de quelle énergie Nexus a besoin, on parle en fait, il faut distinguer de quel genre de marchandises on a, de quoi on traite. Le commerce, la finance, l'économie, etc. sont importants, mais les marchandises privées sont aussi importantes. Il y a les marchandises publiques qui ont des utilisateurs qui ne sont pas en fait directement connectés au projet, au ministère, etc. Donc on est par exemple sur une route et la route n'est pas utilisée seulement par quelques personnes, mais par beaucoup de personnes, par des vélos, d'autres véhicules, etc. Et pour recouvrer le financement de la part de ces secteurs informels, ça sera quelque chose de difficile et cela implique des politiques très importantes qui ne sont pas toujours populaires. Dans le cadre de ces projets Nexus, ce qui est encore plus difficile, c'est qu'on n'a pas des marchandises privées ou publiques, mais on a aussi des marchandises qui vont au-delà de cela. Les utilisateurs seront dans les futures générations, les générations futures, et donc il faut faire le nécessaire pour parer à cela. Donc les aquifères propres seront utilisés par nos enfants à l'avenir et nos petits-enfants. Et dans l'hémisphère sud, les mécanismes de financement
sont divers des financements à haut niveau comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Et ceux-ci ne se rapportent pas vraiment aux questions qui sont sur le terrain. La haute finance dans le domaine du développement au cours des 16 dernières années n'ont pas pris en compte les risques globaux, les risques mondiaux. Il y a en fait des prêts souverains de la part du gouvernement qui quelquefois ne sont pas disponibles à certains consommateurs dans l'hémisphère sud, où ils peuvent l'être par divers moyens. Et en 2008, avec la crise financière, il y a beaucoup de secteurs qui n'étaient plus disponibles. Et en fait, le problème qui se pose, c'est que les petits projets de financement, en fait, affectent beaucoup de secteurs, un grand nombre important de secteurs. Et le ministère des Finances, en fait, ne comprend pas cet aspect-là, ce secteur-là. Il ne sait pas vraiment comment s'y prendre. Malheureusement, on ne peut pas les ignorer. Par exemple, un réservoir au Népal fonctionne avec l'hydroélectricité et souvent il y a une économie qui fonctionne comme la pêche, etc., dans ces réservoirs. Ils vendent des poissons sur le marché et ça fait partie de l'économie informelle. Et ce n'est pas le gouvernement ou la haute finance qui finance cela, mais c'est fait au niveau local. Ceci m'amène à introduire quelque chose dont on va parler plus tard. Au mois de juillet, les ministres du G20 ont parlé de la crise mondiale, de la crise financière, et on a parlé de droits spéciaux, aussi par rapport au carbone. Ceci devait être inclus dans le financement de Nexus, qui devrait se traduire au niveau des divers pays. Il y a des risques qui représentent plusieurs marchés, plusieurs secteurs, et qui feront qu'on sera crédible, parce qu'on parle aussi des partenariats non seulement privés ou publics, mais civiques. Et ceci est très important dans l'hémisphère sud. On ne peut pas les ignorer, c'est une réalité, et cela fait bouger les masses. Je vais fermer avec cela et je vais conclure avec cela et je vous laisse la parole. Merci Deepak. Je ne sais pas s'il y a des questions. On était très heureux de vous écouter et je pense que vous devriez être présent à l'avenir dans nos prochaines conférences. Je ne vais pas demander à notre orateur suivant de répondre à toutes les questions, mais donc je vais résumer ce qui concerne la haute finance et la réalité du financement intelligent et aussi des nations bénéficiaires, des populations bénéficiaires. On va aussi présenter le fonds hollandais pour le développement climatique. Je crois que vous avez une réaction par rapport aux défis qu'on a mentionnés. Donc je vais vous inviter à parler, entre autres, de ces facilités. Merci beaucoup, Irene. Je suis très heureux de faire partie de ce projet. Je suis privilégiée d'en faire partie. Vous avez mentionné le Fonds hollandais pour le climat et le développement. Il en a 660 millions d'euros qui sont disponibles.
Et on veut voir comment on peut tirer parti du financement public dans le cadre de ces investissements. Il faut voir cela en lumière de la situation actuelle pour voir ce qui est requis et quels sont les besoins du public. Si on estime que 20% des besoins sont couverts par les fonds publics, il faut voir comment on va faire face aux 80% restants. Et la façon de faire cela, c'est de miser sur les financements privés à l'échelle. Et notre ambition est d'investir dans ces propositions, de pouvoir avoir un impact sur les adaptations du climat, du changement climatique. On offre ces facilités donc par rapport à l'eau, qui est gérée par les directeurs de fonds climatiques. Il y a aussi d'autres facilités qui sont gérées par la Banque de développement hollandaise, aussi par rapport à la sylviculture. Et les autres sont gérés par les fonds pour la nature aux Pays-Bas et les autres organisations de développement. Pour les investisseurs, c'est très difficile de trouver des projets qui soient adaptés, ce qu'ils voient comme projets dans lesquels investir, c'est qu'il faut qu'ils soient de la taille minimum d'investissement. Les investisseurs vont de 5 millions au-delà en tant que minimum. Et ils veulent avoir une valeur, ils ne veulent pas qu'il y ait des risques. Et ils veulent aussi travailler avec des sponsors qui soient compétents et qui aient de l'expérience, qui travaillent dans ce domaine-là. Et ils veulent travailler dans des domaines qui soient soutenus par la société civile. Donc il y a pas mal de critères. Déjà, c'est difficile parce que c'est difficile de trouver ce type de financement dans les pays moins développés. Il faut pouvoir s'accroître, prospérer, et quelquefois le temps nécessaire n'est pas disponible. On a des facilités aux Pays-Bas qui nous permettent d'investir dans des idées et dans des projets qui soient pertinents. Et il faut donc que les managers portent leur attention sur ces projets. On a travaillé là-dessus au cours des 2 dernières années. On travaille actuellement sur 16 propositions et on espère d'en avoir 30 en 2023 au Mali, en Ouganda, au Sud du Soudan, en Gambie et en Amérique centrale. Il y a des pays qui veulent présenter leurs projets et ceci nécessite du temps et beaucoup de travail. Il faut non seulement avoir la société à bord, mais on essaie de l'impliquer, mais aussi les parties prenantes et tous les acteurs impliqués et faire en sorte que les investissements n'apportent pas des bénéfices pour la société, mais des avantages, mais aussi d'avoir un impact en tant qu'avantage, des impacts sur les subsistances des personnes concernées. Il faut pouvoir investir dans ce processus et les tester. Et dans un délai d'un an et demi, avec la coopération intense de toutes les parties impliquées, on espère atteindre des propositions, les mettre à l'avant. Oui, tout le monde
va être impliqué, mais il faut voir quel est l'impact du changement climatique. Il faut en tenir compte et l'aborder. On ne peut pas avoir une réponse unique pour un seul projet. Il faut résoudre les problèmes existants et se concentrer sur les relations, les diverses initiatives dans le secteur privé aussi. Dans le cas de la Bolivie, oui, il y a un processus, il faut réunir toutes les parties, il y a des coûts, des ressources, comme on le sait, mais ça en vaut la peine. Parce que sinon, le secteur privé ne sera pas intéressé pour investir avec des ressources comme l'eau. Dans mon travail en Bolivie, quelquefois, ceci est politique et il faut pouvoir joindre l'intérêt politique à l'investissement dans le secteur privé. Ce n'est pas facile. Maintenant, on a au moins les ressources pour pouvoir développer ces processus avec les parties prenantes, avec les sociétés et avec les investisseurs pour les convaincre que ceci en vaut la peine. La partie la plus difficile, c'est d'avoir des investisseurs. Parce que, bon, c'est trop risqué si on investit dans la devise locale et on la convertit dans d'autres devises, ça va pas marcher. Et on travaille là-dessus. Je pense que bon, c'est important de contribuer à ces propositions. J'espère que dans un an, on va pouvoir partager nos conclusions. Oui, comme vous avez dit, il faut convaincre les investisseurs pour s'engager et contribuer au coût et engager les diverses parties prenantes. Je vais donner la parole à l'intervenant suivant ou suivante qui va parler de cela et au projet intégré. Luca est basé en Afrique et on lui donne la parole maintenant. Merci. Merci de m'avoir invité aujourd'hui pour cette session. On a analysé l'aspect Nexus, l'approche Nexus il y a quelques années pour l'énergie renouvelable, qui est notre zone de confort finalement. Et on a uni toutes nos synergies pour financer les projets dans le cadre de Nexus. On a essayé de voir comment ils pourraient bénéficier par rapport à l'analyse des coûts, l'analyse financière de divers projets, de l'intégration des projets. Et on a comparé les sources uniques de projets par rapport aux sources diverses. On a vu comment ceci pouvait non seulement augmenter les ressources en termes de développement, qui sont assez faciles à deviner, parce que si on s'attend à ce que divers secteurs progressent, il faut analyser les choses de cette façon. Et on a aussi pu fournir des retours financiers plus importants. Et ceci vraiment change les choses, il améliore beaucoup les choses. J'aimerais aussi complimenter ce qui a été dit auparavant sur le rôle des divers services dans le secteur privé. Nos autres collègues ont indiqué le rôle énorme que le secteur privé avait dans le domaine des ressources financières. Quand ils ne peuvent pas se permettre ces sommes d'argent eux-mêmes, ces secteurs.
L'argent est disponible de partout, il y a des banques un peu de partout, il y a des banques qui cherchent des projets, qui les recherchent, qui veulent les financer et qui sont prêtes à prendre des risques par rapport à ces projets. Le monde est en train d'intégrer les divers projets, divers projets de financement. Et bien sûr, il y a des risques qui sont mis sur la table, qui quelquefois apportent aussi. Il faut attribuer les risques qui sont plus récents et qui sont différents par rapport à ce qui s'était présenté avant. On essaye d'avoir des projets plus intégrés. Ce que je voudrais mentionner, c'est que bien qu'il y ait des sommes très importantes qui sont disponibles, je crois qu'il y a peu d'acteurs qui travaillent pour créer l'environnement nécessaire, pertinent. En fait, on attire certains secteurs pour qu'ils créent l'environnement nécessaire pour pouvoir travailler avec les gouvernements pour créer des conditions locales, des capacités locales et le personnel nécessaire qui travaille dans le cadre de ces projets. Une fois que les conditions sont créées, l'environnement est créé, ensuite l'argent, en tout cas, est toujours disponible. Donc il ne s'agit pas seulement d'avoir l'argent nécessaire, les fonds, mais le gouvernement doit travailler avec le secteur privé pour créer des projets durables. C'est ce dont on a besoin. Merci. Merci Luca et merci à nos panélistes. On a à peine le temps nécessaire pour prendre les questions de la part de l'audience. Lucie a dit au début que vous pouvez suivre la plateforme de Nexus et vous pouvez nous contacter pour vos questions. On n'a pas beaucoup de temps disponible, mais j'aimerais donner la parole à Raúl Muñoz, qui est partie de la banque intersecteur américaine. Donc on va terminer par lui et on va aussi mettre en évidence le fait que l'adaptation au changement climatique est nécessaire aux investissements de Nexus. Vous avez seulement 3 ou 4 minutes. Je ne vais pas parler longtemps. Je remercie nos orateurs aujourd'hui. Monica Cristina, Albert, Luca Lucia, Maria, Irene. Merci d'avoir coordonné cette session. On a des représentants de divers secteurs qui ont une expérience diverse. Et on les a soutenus, on leur a demandé de participer à divers événements ces dernières années par rapport à le risque aux finances, à l'investissement et autres. Donc pour terminer, ce que je voudrais dire, c'est que on a soutenu l'Amérique latine pendant 6 ans et Nexus utilise finalement son bon sens pour pouvoir travailler dans ces secteurs et dans ces domaines. En fait, il y a des ressources communes qui sont moins disponibles avec le changement économique et les dynamiques ont changé au point de vue socio-économique. Donc, les engagements sont divers et il faut s'assurer que le développement soit durable. Je ne vais pas m'attarder plus, mais je voulais remercier tous et toutes celles qui ont participé aujourd'hui pour découvrir de nouvelles opportunités. Merci Raoul. Merci tout le monde pour votre participation. L'interprète s'excuse, le délégué parle dans une langue que je ne comprends pas.
Oui, on va terminer sans tarder. Merci à tout le monde et oui, c'était très intéressant. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir.